Alors bonjour à chacune et à chacun, c'est un plaisir de vous accueillir pour notre deuxième session de notre parcours intitulé Mieux vivre à deux. On aura ce soir un accent plus spécifique sur la réalité du couple et des deux, voire trois personnalités qui peuvent parfois s'y trouver. On aura l'occasion peut-être d'en discuter tout à l'heure avec Virginie et Christian Reicheld, donc qui vont intervenir, répondre à vos questions et aussi répondre dans un premier temps aux miennes. Alors, mon nom est Serge Carrel, j'anime ces moments avec Sophie Chance, qui est la responsable de la formation d'adultes dans l'Armée du Salut en Suisse romande. Pour ma part, je suis responsable du Free College, donc la formation d'adultes de la FRE, la Fédération romande d'églises évangéliques. Voilà, Virginie et Christian Reichel, bienvenue. Merci. Je On est rappelle que content vous êtes d'être avec vous. Magnifique. Je rappelle que vous êtes pasteurs les deux et conseillers conjugaux dans le cadre d'un cabinet de conseil conjugal Antenne Couple à Lausanne. Alors voilà, 2 semaines, nous avons proposé à chaque participant de faire un bilan de couple. On envisage donc du point de vue pratique de terminer à 21h pile poil pour vous permettre ensuite, et ça c'est important, de vous retrouver ou de prendre un moment seul avec la fiche de travail afin que vous puissiez réfléchir aux questions qui sont posées. Il y en a une jolie quantité là, il y en a 40. Donc, ça prend un petit peu de temps et puis on vous donnera quelques consignes en finale pour voir comment interagir si vous êtes à deux à utiliser cette fiche de travail. Et à la fin de notre échange, il y aura un petit mot de conclusion. Voilà, le cadre est posé. J'aimerais vous inviter à prier comme c'est l'habitude dans le cadre des soirées Zoom du Free College. Seigneur, nous voulons te remercier de pouvoir nous retrouver ensemble, de pouvoir à nouveau constituer cette petite communauté de travail. Seigneur, c'est un privilège que de pouvoir te remettre chacun et te demander de bénir chacun en cette soirée afin que, individuellement et en couple, nous puissions être encouragés, édifiés et vraiment stimulés par toi pour aller de l'avant, pour enrichir notre vie à deux. Seigneur, que vraiment ton esprit nous assiste et nous permette de grandir dans la connaissance de ton nom et grandir à deux. Amen. Bonjour et bienvenue dans notre émission Mieux vivre à deux. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un thème un peu particulier, un couple, deux personnalités, une alchimie, un équilibre. Vous êtes effectivement peut-être assis dans votre salon en train de regarder cette émission et vous allez pouvoir mettre des mots sur justement les éléments qui vous unissent. J'aimerais dire que cette émission est tournée avec un maximum d'informations tirées du terrain et non pas des théories, disons des choses que vous pourriez peut-être lire dans des journaux. Quand deux personnes se mettent ensemble pour former un couple, qu'est-ce qui se passe au juste? Eh bien, nous allons nous trouver avec cette formule symbolique, disons même mathématique, 1 plus 1 égale 3. Non pas 1 plus 1 égale 1, ça serait de la fusion complète, ou 2, ça voudrait dire deux personnes qui se mettent ensemble sans vraiment qu'il y ait de l'interférence. Mais non, au départ, ce sont deux personnes qui s'aiment, qui choisissent de se mettre ensemble librement, dans un libre choix. Et donc, comment deux êtres si pareils et à la fois si différents peuvent-ils coexister? Ça va être une grande question et d'ailleurs, à vrai dire, c'est la question que beaucoup de couples se posent dans l'idée d'une durée. Alors, on va dire certaines différences sont plutôt frappantes. C'est vrai, quand on voit quelqu'un, un couple comme ça, on se dit peut-être ils sont mal assortis. Mais en fin de compte, si certains couples semblent plutôt bien assortis, allez, un petit peu de pub, d'autres nous paraissent un peu étranges quand même, justement à cause de leurs différences. Et puis, quelques-uns sont bien assortis, mais peuvent, disons, cacher quelque chose. L'habit ne fait pas le moine. Alors, au-delà des apparences, qu'est-ce qui fait précisément l'alchimie du couple? Nous allons commencer avec un petit A comme alchimie. La première rencontre. Vous savez, c'est quelquefois ce coup de foudre ou ce moment où les gens se rencontrent, le premier regard. Mais tout le monde ne vit pas forcément le coup de foudre. Alors,
il y a de ces moments ensemble mythiques tout de même sur lesquels on revient, où on s'est découvert, où on a pris le temps de se connaître peut-être autour d'un verre. Parfois, ça s'est fait par Internet, ne vous en faites pas. Il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de mauvais chemin, tout est possible. Mais aussi, quelquefois, ça a pris du temps, n'est-ce pas? On a appris à se connaître et puis les choses se sont développées et petit à petit, voilà le couple qui est ensemble. La deuxième chose, toujours dans cet élément d'alchimie, c'est l'attirance ou même l'attraction. L'attraction comme un aimant. Finalement, les raisons de l'attirance réciproque, eh bien, c'est peut-être qu'il y a une attirance physique. Normalement, on doit quand même se plaire un tout petit peu, non? Et puis, quelles sont les qualités que vous avez vues chez celui ou celle qui vous a justement un peu tapé à l'œil? Peut-être des choses, justement, qu'on aime bien, un sourire, un grand sourire, ça fait beaucoup quand même. Ou alors, une façon de rire, d'éclater de rire, un rire sonore ou un rire discret, ça peut nous plaire terriblement. Ou bien encore, la serviabilité de l'autre. Si quelqu'un est très prévenant, un homme ou une femme, ça fait quand même plaisir. Ou bien encore, sa capacité émotionnelle. On est sensible et alors du coup, on se rencontre entre gens sensibles et émotifs. Ou encore, son ouverture, sa compassion, sa capacité de s'intéresser à l'autre. Et puis bien sûr, on arrive à la question de la complémentarité. Et dans ce sens, il y a beaucoup de choses qui doivent aller un peu dans l'idée qu'on est en train de se compléter. On se complète, on forme quelqu'un parce qu'on est une équipe. Bien sûr, l'homme et la femme sont physiquement et psychologiquement différents. C'est une grande vérité à la palisse. Généralement, on recherche donc justement chez l'autre ce qui nous manque. Mais il peut arriver que le masculin et le féminin sont un petit peu inversés. C'est pas grave. Il n'y a pas besoin que l'homme redevienne un pur macho et une femme, une petite femme sensible, etc. On peut avoir des qualités justement qui font que nous sommes complémentaires. Après quelque temps, malheureusement, on aimerait plutôt retrouver un peu de similitude. On cherche justement les éléments qui sont pareils et qui font que peut-être ça serait tellement facile si on avait les mêmes intérêts, etc., etc. Alors on va dire, la formule alchimique d'un couple, elle est finalement bien unique et bien mystérieuse. Il y en a une par couple et ça c'est une bonne nouvelle pour vous parce qu'en réalité, vous ne ressemblez à aucun autre couple. Le deuxième point que j'aimerais développer maintenant, c'est un B comme bienveillance. Bienveillance parce qu'en réalité, ça serait tellement formidable si on pouvait avoir un regard chouette sur l'autre. Au fond, au début, c'est comme ça qu'on s'entend, n'est-ce pas? On a un regard chouette, on regarde l'autre avec des yeux bienveillants. Et bien sûr, on accepte tout de l'autre. Finalement, son caractère, bon, peut-être que l'autre est un petit peu grognon ou l'autre est un petit peu, disons, un peu chenille. Et donc, du coup, quelque part, on va l'accepter parce qu'on s'aime. Plus tard, c'est clair qu'on va les combattre. On accepte sa famille, en tout cas au début. Bien sûr que ce n'est pas toujours très facile, l'entrée dans la famille de l'autre. D'ailleurs, honnêtement, dans certaines familles, attention où on met les pieds. Le troisième point que j'aimerais développer, c'est C comme choix. Un choix, c'est un choix exclusif. Vous savez, avec ces grands films qu'on a vus dernièrement sur les manchots, on le voit parfois chez ces manchots qui, après un temps incroyable passé loin l'un de l'autre, se retrouvent, alors qu'ils sont des milliers, eh bien, ils se retrouvent en couple et ils savent s'identifier avec juste un petit bruit sympathique. En fin de compte, la question du choix, c'est de favoriser une partie déterminée de ce qu'on appelle le champ de l'éligible. Et là, effectivement, vous avez un petit schéma qui montre que si on choisit une personne au détriment des autres, eh bien, ça va finalement nous conduire à la connaître d'autant plus. Finalement, en acceptant l'exclusivité du choix, eh bien, ça va nous permettre vraiment de développer notre alchimie sur une longue durée. Et justement, le point suivant, ça va être D comme durée. Oui, on pense parfois projet durable, mais qui peut dire aujourd'hui ça va marcher sur 50 ans? Vous savez, les couples durent maintenant parce que la vie est plus longue, tout simplement, parce qu'on a la possibilité de vivre ensemble 50 ou 60 ans peut-être, c'est quand même long. Alors,
même si la tendance est plutôt actuellement au CDD qu'au CDI, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas ce qui va arriver, eh bien regardons certaines espèces dont on pourrait s'inspirer pour se dire que ça va durer plus que 5 ans ou 10 ans. Vous savez, quelquefois, c'est justement chez les animaux qu'on trouve cette fidélité. Par exemple, chez les fous de Bazan. C'est extraordinaire. Ils vivent toute leur vie ensemble. Contrairement aux manchots qui vont peut-être reformer un couple lors de la saison suivante, eh bien les fous de Bazan, ils vont se retrouver, disons clairement, pendant les 20 ans. Le prochain point, c'est « et » comme équilibre. Équilibre, c'est vrai, c'est très difficile à obtenir. Quelquefois, la balance oscille de façon difficile pour l'un, pour l'autre, etc. Et là, ça donne quelquefois un peu des combats genre bras de fer. Alors effectivement, il peut y avoir des zones où on est en conflit, on est en difficulté, on va chercher sa place, mais il faudrait éviter que ça dégénère. Et donc dans ce sens-là, comment faire pour viser un bon équilibre? Alors je vais vous proposer plusieurs éléments, le fait d'avoir une autonomie, une intimité personnelle. Un équilibre, ce n'est pas tout simplement mettre tous les œufs dans le même plat. Il faut qu'on ait sa vie personnelle, sa possibilité d'être épanoui et d'avoir ses ressources individuelles. Et puis, d'un autre côté, le bonheur, justement, repose aussi sur le fait que le couple heureux et épanoui est en contrebalancement avec la possibilité de développement individuel. Le point suivant que j'aimerais développer maintenant, c'est F comme foi. La foi, c'est un élément important, un des facteurs tellement importants qui fait qu'on n'est pas là en train de bûcher tout seul, j'allais dire, sur le chemin de la vie. Il y a quelque chose qui est un peu âpre dans le chemin de la vie, mais en réalité, on a besoin effectivement parfois d'une aide qui vient d'ailleurs. Et cette aide, ça pourrait être justement celle d'un Dieu d'amour, quelqu'un qui intervient aussi pour nous aider quand on a besoin d'un petit coup de main. Alors j'aimerais dire clairement qu'il ne nous abandonne pas, il ne nous abandonne jamais. Il y a toujours de la part de Dieu un œil sur nous. Et dans ce sens, quelquefois je vois des couples un petit peu solitaires, isolés dans leurs difficultés, dans leurs conflits, oublier qu'ils pourraient faire référence à un Dieu qui pourrait les aider. Et dans ce sens, le partage de la foi, finalement, constitue un tissu solide dans le couple. Alors, j'aimerais maintenant vous proposer quelque chose pour effectivement ne pas perdre des acquis. L'alchimie pourrait devenir amertume. La bienveillance pourrait devenir un lieu de bataille. Le choix peut devenir chant du cygne. La durée peut devenir découragement. L'équilibre peut devenir éclatement et la foi peut devenir fuite. Alors pour éviter ces choses, comment faire? Un couple, deux personnalités, une alchimie, un équilibre, est-ce que c'est une voie sans issue ou un avenir plutôt radieux? Comment faire pour pallier à l'érosion de ce qui faisait la force dans le couple? Eh bien justement, c'est en se mettant à l'œuvre. En se mettant ou se remettant à l'œuvre, c'est-à-dire en redevenant proactif pour votre couple. En recommençant par exemple à parler d'amour, on parle souvent que des problèmes, ou alors des enfants, ou de son boulot, mais pourquoi ne pas recommencer à parler de ce que veut dire l'amour? L'amour avec toutes sortes de couleurs d'ailleurs, l'amour comme alliance, comme liberté, comme sexualité, comme beaucoup de choses que vous pouvez inventer de votre côté. Ou alors en faisant un petit séminaire pour couple, pourquoi pas. Ou alors en retrouvant la communion qui a été cassée, qui a été brisée, où il y a des choses qui effectivement se sont un peu estompées ou érodées avec le temps. Ou encore par rapport au fait de se réapprivoiser l'un l'autre. Vous savez, refaire connaissance, un petit peu comme quand au début, vous vous êtes approchés timidement l'un de l'autre en disant « Qu'est-ce que tu penses de ci? Qu'est-ce que tu penses de ça? Comment tu vois telle et telle chose ?» Ou alors encore en prenant le temps de savoir qui est l'autre. Qui es-tu? Et c'est ça finalement le plus intéressant, c'est d'aller à la découverte de qui est l'autre. Et l'autre est un espèce d'immense jardin intérieur qu'on n'a jamais fini de découvrir. Finalement, c'est ça la véritable alchimie, le véritable équilibre.
en choisissant de l'adopter, de le réadopter. Ou encore, finalement, on a du super temps à passer ensemble et justement ce temps, on le valorise. On va essayer de prendre des moments de qualité. Voilà donc quelque chose que nous vous proposons, que je vous propose, en particulier en remplissant un petit test qui s'appelle « Apprivoiser la personnalité de l'autre ». Et ce test est disponible sur notre site. Et ça va vous permettre justement d'être un couple formidable, de retrouver cette alchimie du début, de permettre effectivement à votre couple de retrouver des ailes pour aller plus loin. À la prochaine et bonne chance pour vous. Voilà, alors on va avoir maintenant un petit moment de discussion avec Virginie et avec Christian Reichel. Je crois que Christian, réfléchissant un peu à cette soirée, tu avais envie d'apporter une autre présentation du couple, notamment en lien avec son histoire ou en lien avec voilà, les différentes étapes au travers desquelles le couple pourrait passer. Alors, à toi la parole, Christian. Oui, alors bonsoir à tous. C'est vrai que nous sommes souvent avec des couples où on se rend compte que l'histoire dans la durée se découpe en plusieurs étapes. Il y a bien sûr, alors vous connaissez peut-être une formule qui a été assez mise en vogue, c'est ce qu'on appelle les pics de la conjugalité, où généralement on détermine cinq étapes, notamment liées aux différents séismes de la vie de couple. Alors je l'ai dit un petit peu par mémoire, le premier séisme, c'est évidemment l'arrivée des enfants si on en a. Ensuite, les questions de changement professionnel, chômage ou redimensionnement du travail de madame ou de monsieur. Et puis, il y a la crise du mi-temps de la vie. Ensuite, ce qu'on appelle le syndrome du nid vide quand les enfants s'en vont. Et finalement, à la fin, il y a la retraite. Et donc, ça, ce sont 5 étapes possibles. Maintenant, c'est sûr que tout le monde n'a pas d'enfants. Et en réalité, on peut le lire d'une autre façon en disant qu'il y a une phase qu'on appelle un peu lune de miel, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et puis, nous avons en deuxième cette phase où finalement, il y a une sorte de lutte pour le pouvoir. Et ce n'est pas forcément toujours très conscient de la part des gens. Ils ne sont pas là en train de dire je gagne des points, mais il y a un besoin de chacun de trouver sa place finalement dans le couple. Et parfois, ça se transforme en combat. Et quand c'est souvent là, finalement, que le couple peut passer par un moment difficile qui fait que tant qu'il n'a pas dépassé ce qu'on a montré, entre autres, avec le bras de fer, eh bien, on pourrait tomber dans une rupture, une séparation, quelque chose comme ça. L'idée, c'est d'arriver dans une troisième étape avec justement le fait de pouvoir se mettre ensemble et recommencer à construire. Et c'est là que viennent se mettre un certain nombre de ces conseils qui vous ont été donnés au travers de la vidéo. Ok, Christian, en quoi est-ce que c'est important d'avoir à l'esprit le fait qu'il y a, tu parles de 5 étapes, hein, là, et sauf erreur, tu en as parlé de 3. Il y avait la quatrième, l'engagement, et puis la cinquième, l'ouverture sur autrui. En 2 mots? Alors, pour les 2 derniers, évidemment, la question de l'engagement, en fait, on connaît, enfin, je pense que vous savez tous qu'il y a cette idée que quelque part, on choisit son couple, on choisit l'autre et que l'engagement, c'est finalement le choisir et le rechoisir et encore le rechoisir. Donc, c'est une forme d'engagement et c'est un engagement évidemment à long terme. Et puis, le dernier point, bien sûr, dans l'ouverture, c'est le fait de sortir de son égoïsme, sortir de ses petits besoins. Vous savez, des fois, de temps en temps, on a besoin de faire une petite self-pity party, hein, comme on dit quelquefois. « Oh, pauvre de moi, je suis tout seul, je ne suis pas compris, etc. » L'ouverture, c'est vraiment aller vers l'autre en disant bah, « Écoute, je te fais de la place, maintenant on est les deux, on ne va pas se pousser comme ça, on va plutôt être ensemble. » Enfin, voilà, donc il y a tout ce côté, au fond, où on sort du narcissisme pour aller justement vers la bienveillance et l'ouverture. Alors, en quoi est-ce que c'est important d'avoir à l'esprit qu'il y a une certaine
chronologie où il y a des étapes dans la vie des couples? Je pense que l'important, c'est aussi de pouvoir se situer et, en un sens, de dédramatiser les choses liées à ces étapes. Et ça permet de se rechoisir dans des étapes difficiles. C'est-à-dire que si, par exemple, dans ce fameux mi-temps de la vie, s'il y a un petit peu de compétition, de se redire que chacun a sa place dans le couple et on peut refaire le point, je disais encore ce soir à un couple, refaire un projet de couple pour éviter de tomber dans des habitudes. Michael le mentionnait, des choses qui pourraient être des normes qu'on a adoptées, mais sans les rediscuter, sans les remettre en question. Et dans ces étapes un peu clés dont on a parlé, c'est une occasion de se redire qu'est-ce que nous voulons comme projet de couple, comme forme de couple, comme place pour chacun. Donc là, on retrouve l'appel à la créativité que Christian nous adressait tout à l'heure, à ne pas hésiter à reprendre les choses et quelque part surtout à rediscuter de notre vie à deux. Oui, en effet, ce qui nous frappe quelquefois dans les couples que nous rencontrons, c'est qu'ils n'ont pas vraiment un projet. Ils l'ont eu peut-être au début de leur vie de couple, par exemple en disant bah, « tiens, ce serait sympa de faire des enfants et puis d'acheter une maison ». Pourquoi pas? Ce ne sont pas des mauvais projets, on le comprend bien, mais en réalité, nous préconisons plutôt une idée de couple qui se forme en fonction du projet. Et le projet, c'est qu'est-ce qu'on a envie de vivre à deux et quelle forme va avoir notre projet, notre couple, pardon. En gros, je donne une image, pardon si je me répète, mais c'est en fait comme si on prenait le bateau et puis qu'on ne sait pas si c'est un bateau à rame, un bateau à voile ou un bateau à moteur. Et puis, on se met sur le lac, puis on se dit, est-ce qu'on va à Évian, à Villeneuve ou à Genève? Alors ça, je parle d'un point de vue lémanique. Hein. Et du coup, finalement, on n'a pas de projet et on va finir dans les roseaux de Prévrange, hein, enlisé avec un paddle. Vous comprenez? Donc, l'idée, c'est vraiment régulièrement de se dire où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on a envie de vivre, est-ce que notre couple est attractif, est-ce qu'il est sympa, est-ce qu'il nous donne envie qu'on y retourne? Alors, ce qui est intéressant là dans l'exposé que Christian, tu as développé tout à l'heure dans la vidéo, c'est que tu as évoqué une série de secrets, on pourrait dire, hein, de la vie de couple, d'une vie qui dure. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a quand même quelques éléments de ce secret ou de ces secrets que tu proposes qui sont particulièrement controversés aujourd'hui. Il y a notamment le fait du choix exclusif. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, d'après tes perspectives, c'est important, Christian ou Virginie, hein, de mettre en avant le choix exclusif comme étant un secret d'une alchimie du couple qui dure? En un sens, un couple qui remettrait régulièrement en question sa volonté de rester à deux, il y a même un jeune couple qui récemment a fait un mariage à durée déterminée. On ne savait pas que ça existait, mais chaque année, du coup, ils refont une année de contrat déterminé. Et je pense que ça, c'est un élément qui déstabiliserait trop le couple. Même si on parle de couple non marié, l'idée, la perspective de créer quelque chose, au moins à moyen et long terme, donne ce courage de faire face aux différences, de faire face aux difficultés de la vie, alors que beaucoup de couples, sans cet engagement, sans cette perspective à long terme, risquent de lâcher à la première difficulté. D'autre part, par rapport aux jeunes couples que l'on forme quelquefois, et là, je vois sur l'écran plusieurs couples qui font des préparations de mariage ou du coaching pour jeunes couples, il y a une question que l'on pose aux futurs jeunes couples et ça se traduit de la façon suivante. Que diriez-vous si vous devez dire « je ne douterai jamais de mon amour pour l'autre » Et s'ils répondent « oui », c'est une mauvaise réponse. Ah bon, c'est un peu pourquoi? paradoxal.
C'est paradoxal parce que ça veut dire qu'en réalité, oui, il ne se passera jamais rien, tu sais, je t'aimerai toujours, etc. Mais ce n'est pas vrai. Il y a des moments où on passe par le doute, on se dit, mais est-ce que c'était la bonne personne? Est-ce qu'on ne s'est pas gouré dans notre choix? Et ce doute peut arriver. Par contre, ça nécessite quelque part qu'on revienne à ce choix de départ et qu'on ferme la porte aux autres possibilités, parce que sinon, c'est vrai qu'on pourrait aller jusqu'à la rupture. Alors, vous vous souvenez de ce petit élément, cette espèce de rond qu'on a fait là avec les petits secteurs. Si on ne ferme pas les autres portes, ben, c'est risqué. Et on voit qu'il y a des gens qui prennent ce risque. Et parfois, c'est très, très chaud dans leur couple, mais dans le mauvais sens du terme. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de films, il y a pas mal de romans qui, quelque part, tablent sur non pas le couple comme étant marqué par un choix exclusif, mais on parlera de couple à trois, de couple échangiste, de multi-amour, etc. C'est un vrai enjeu, ce choix exclusif. Alors, qu'est-ce qui vous-même vous fait dire que c'est vraiment fondamental? Mais déjà, la plupart d'entre nous sommes engagés dans la foi. C'est quand même une perspective que Dieu donne et qui nous encourage à vivre les choses de cette façon. Et par ailleurs, c'est quand même la perspective aussi vis-à-vis des enfants. Quand il y a des enfants, de leur donner un foyer stable. On sait combien c'est difficile pour les enfants de passer d'un parent à l'autre quand il y a une garde partagée. Et puis après, c'est à long terme de se dire qu'on découvre d'autres aspects de la personnalité de l'autre, qu'on peut aller de l'avant avec des bons projets. Et ça donne envie. Imaginons qu'on fasse la même chose avec Dieu. Un jour, je te suis, Seigneur, oui, ben, un jour, je te suis plus, c'est fini. J'ai plus envie, tu vois, bof. Et puis, après, on reprend. Alors, on dit, ouais, ok, c'était quand même chouette. Allez, on reprend le chemin avec toi, Seigneur. Alors, bien sûr que notre amour ne va jamais être stable, ça passe par des up and down émotionnellement. Mais au niveau du choix, il me semble que c'est quand même quelque chose où on peut rester switché quelque part avec le curseur sur une seule personne. Et ça, finalement, ce n'est pas de l'émotion, ce n'est pas des arguments, c'est juste un choix. Et puis que faire, parce qu'on n'aura pas l'occasion d'aborder ce thème dans la suite de nos rencontres, mais que faire lorsque ce choix exclusif a été trahi? Alors évidemment, là, il y a tout un processus. C'est vrai que honnêtement, les gens qui viennent en disant, ben voilà, je t'ai trompé, etc. Bon, il y en a qui s'en fichent, mais donc globalement parlant, les gens s'en fichent pas du tout. Celui ou celle qui a trompé se sent quand même coupable. Enfin, et là, il y a tout ce qu'on appelle un processus de deuil. Mais c'est un deuil affectif qui emprunte un tout petit peu le même chemin que ce qu'on trouve, je sais pas, dans les 5 étapes du deuil de la doctoresse Kubler-Ross, que pratiquement tout le monde connaît. Mais avec en plus une grave, j'allais dire, crise de confiance et puis bien sûr d'identité aussi. Il y a une crise d'identité. Qui suis-je pour avoir été trahi? Ou l'autre qui dit, mais qui suis-je pour avoir trahi? Donc, c'est assez compliqué tout ce côté-là. Et souvent, on table sur la volonté, parce que quand les deux ont la volonté de retrouver leur couple et d'aller de l'avant, ça simplifie beaucoup les choses. Après, il y a toutes ces démarches de pardon possibles, mais on ne commence pas par proposer au couple de se demander pardon. On propose de refaire un chemin d'abord dans la décision, ensuite reconstruire, retrouver une confiance, que particulièrement celui qui a trompé donne des éléments à l'autre pour qu'il puisse retrouver sa confiance. Et ces aspects de confiance prennent du temps. Alors bon, on voulait juste faire une petite incursion là sur cet élément qu'on n'abordera pas dans la suite de nos rencontres. Moi, ce qui m'a frappé en te réentendant, Christian, dans cette vidéo, c'est l'accent que tu mets sur la bienveillance. Ça, c'est finalement l'un des secrets d'un couple ou d'une alchimie de couple qui est gagnante.
Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, je pense, là, à l'écran, je suis sûr qu'il y aura des personnes qui seront d'accord. Il y a quand même un moment où dans le couple, on se dit, est-ce qu'on est vraiment compatible? C'est toute cette question de compatibilité qui est finalement en jeu. Et je vous annonce une très bonne nouvelle et une très mauvaise nouvelle. Il n'y a aucun couple qui est compatible. Aucun. On a l'impression que ça va matcher, mais il y a toujours des moments où ça va être plus difficile. Alors, c'est finalement la compatibilité, c'est un faux problème. Et par rapport à ça, c'est vrai, nous développons l'idée de la bienveillance ou peut-être encore un autre mot qu'on aime bien utiliser, la tendresse. Parce que cette bienveillance, c'est justement une capacité d'être ouvert à l'autre, de l'écouter, de poser le regard chouette hein, qu'on a vu dans la petite vidéo. C'est quelque chose qui peut toujours être là, malgré le fait que l'autre personne, quelquefois, est un peu agaçante, que l'autre nous pose des problèmes avec son caractère ou sa manière de faire. Bienveillance égale possibilité de rester en lien.